Le village de Koba, niché au pied des collines ondulantes et baigné par un ruisseau scintillant, était connu pour son esprit communautaire et ses traditions séculaires. Pourtant, derrière les masques souriants et les pagnes colorés, une ombre planait sur la famille de Feu Samba, l'un des leaders les plus respectés de la région. Sa mort avait laissé un vide que sa veuve, Sana, et sa sœur cadette, Awa, tentaient de combler à leur manière. Mais au lieu de renforcer leurs liens, sa disparition avait creusé un fossé profond entre les deux femmes. Sana, une femme au port majestueux et à la voix douce, incarnait l'élégance et la sagesse. Elle avait une fille, Lina, qui ressemblait à un rayon de soleil dans la vie du village. Lina, vive et charismatique, était aimée de tous, notamment des anciens, qui voyaient en elle l'héritage vivant de Samba. Sana, bien qu'affectée par la perte de son mari, avait su maintenir une aura de grâce et de dignité, ce qui lui valait le respect des villageois. Awa, en revanche, nourrissait une ambition dévorante. Elle avait toujours été l'ombre protectrice de son frère aîné, Samba, espérant que son rôle dans la famille lui garantirait une place centrale après sa mort. Mais les regards bienveillants se tournaient invariablement vers Sana, et cela brûlait Awa de l'intérieur. Cette jalousie, longtemps enfouie sous une façade de cordialité, grandissait chaque jour, alimentée par les éloges que Lina recevait lors des cérémonies et des marchés. Awa voyait en elle une rivale en miniature, une prolongation de l'ombre que Sana projetait sur sa vie. Un jour, lors d'un rassemblement pour la plantation annuelle des champs communautaires, Awa entendit deux femmes discuter. « Lina deviendra une grande femme, comme sa mère, » dit l'une. « Elle est l'avenir de cette famille, » répondit l'autre. Ces mots déclenchèrent un tourbillon d'émotions chez Awa. Elle serra les dents, luttant pour contenir une vague de ressentiment. Le soir même, assise seule dans sa case, elle laissa libre cours à ses pensées sombres. Sa jalousie envers Sana et Lina, mêlée à une rage latente contre le déséquilibre perçu des faveurs familiales, se transforma en une décision terrible. Si elle ne pouvait pas dominer cette famille, elle allait la briser. Animée par des pensées sombres, Awa quitta le village à l'aube pour se rendre chez Kuma, un guérisseur vivant dans une hutte isolée à la lisière de la forêt interdite. Kuma, un homme âgé au regard perçant, était connu pour ses remèdes efficaces, mais aussi pour ses poisons redoutables. Awa s'approcha de lui sous prétexte de chercher une solution contre des insectes ravageurs. Mais à mesure qu'elle parlait, sa vraie intention se révéla. Kuma, après un long silence, lui tendit un petit sachet de poudre. « Ce poison est sans goût ni odeur, » expliqua-t-il. « Mais souviens-toi, il n'épargne personne. » Awa, déterminée, ignora l'avertissement. De retour chez elle, elle se mit à préparer un grand dîner en hommage à Samba, une tradition annuelle que les anciens respectaient. Ce festin serait l'occasion parfaite d'exécuter son plan. Elle cuisina des plats traditionnels, mais concentra son attention sur une sauce d'arachide qu'elle savait être le plat préféré de Sana. Dans une portion soigneusement préparée, elle ajouta une pincée de poison et la distingua en y déposant un petit morceau de poisson séché. Mais alors qu'Awa s'affairait en cuisine, sa fille aînée, Fatima, entra dans la pièce. Fatima, une adolescente vive et curieuse, remarqua immédiatement la portion spéciale. « Pourquoi cette assiette est-elle différente ?» demanda-t-elle en pointant l'assiette marquée. « C'est pour Sana », répondit Awa sèchement. « Elle mérite un geste particulier ce soir. » Fatima, intriguée, resta silencieuse. Mais dans son esprit, une idée se formait. Elle adorait la sauce d'arachide et pensait que cette portion spéciale était une récompense que sa mère avait préparée pour elle en secret. Sans le savoir, elle venait de poser les bases d'une tragédie. Le soir du dîner, la maison d'Awa était animée par des rires et des discussions. Les convives, vêtus de leurs plus beaux pagnes, s'installaient autour d'une grande table où les plats s'accumulaient. Awa, habillée d'un pagne doré, jouait parfaitement son rôle d'hôtesse chaleureuse, cachant son agitation intérieure. Sana arriva, radieuse dans un ensemble rouge orné de motifs dorés, accompagnée de Lina, qui portait une robe jaune éclatante. Les regards se tournèrent immédiatement vers elle, suscitant une vague de jalousie chez Awa. Elle les accueillit avec un sourire forcé, son plan déjà en place. Lorsque les plats furent servis, Awa plaça la portion empoisonnée devant Sana. Tout semblait se dérouler comme prévu. Mais Fatima, pensant que l'assiette spéciale lui était destinée, échangea discrètement son assiette avec celle de Sana. Awa,
trop concentrée sur le succès apparent de son plan, ne remarqua pas cet échange. Fatima mangea avec enthousiasme, savourant chaque bouchée. Mais quelques instants plus tard, son sourire se figea. Ses traits se crispèrent, et elle porta une main tremblante à sa gorge avant de s'effondrer, renversant son assiette. La panique éclata dans la salle. « Fatima !» cria Hawa en se précipitant vers sa fille. Les convives, horrifiés, murmuraient des hypothèses. Certains parlaient de sorcellerie, d'autres d'une malédiction. Sana, oubliant les tensions, tenta d'aider, mais rien n'y faisait. Le visage de Fatima devint livide, et en quelques minutes, elle rendit son dernier souffle sous le regard désespéré de sa mère. Le chaos régnait dans la maison d'Hawa. La mort brutale de Fatima avait jeté une ombre glaciale sur le festin. Les convives, encore sous le choc, murmuraient des théories de plus en plus inquiétantes. Certains suggéraient qu'un esprit malveillant hantait la maison. D'autres, plus pragmatiques, pensaient à un empoisonnement délibéré. Sana, à genoux près du corps sans vie de Fatima, serrait la main d'Hawa dans un élan de compassion. Malgré les tensions entre elles, la douleur d'une mère surpassait toute rivalité. Mais tandis qu'elle tentait de réconforter Hawa, elle ne pouvait ignorer les regards furtifs que cette dernière lui lançait. Ces regards trahissaient une culpabilité enfouie sous la façade du chagrin. Le guérisseur du village, un vieil homme à la barbe grise et aux mains habiles, fut appelé en urgence. Après avoir examiné le corps de Fatima, il se redressa avec une expression grave. « Cette mort n'est pas naturelle, déclara-t-il. Elle porte les signes d'un empoisonnement. » Ces mots provoquèrent une onde de choc parmi les invités. Les murmures s'intensifièrent. « Qui aurait pu vouloir tuer Fatima ?» demandait une femme. « Et si elle n'était pas la cible ?» murmura un ancien. Les convives commencèrent à examiner les plats. Le guérisseur s'intéressa particulièrement à l'assiette renversée de Fatima, où il trouva un morceau de poisson séché encore intact. Il le renifla, le toucha du bout des doigts, et fronça les sourcils. Cette assiette, elle a été modifiée. Quelqu'un l'a intentionnellement empoisonnée. Hawa, blême, évita de croiser le regard du guérisseur. Sana, perplexe, regarda autour de la table, cherchant des réponses. Puis, un souvenir lui revint, Fatima avait échangé son assiette avec la sienne juste avant de commencer à manger. Une boule se forma dans son estomac. Elle fixa Hawa, qui détourna immédiatement les yeux. Sana sentit un frisson parcourir son corps. Était-il possible qu'elle ait été la cible? Et si Hawa avait intentionnellement tenté de la tuer? Ses pensées se mêlaient à la douleur de perdre une enfant, même si ce n'était pas la sienne. La mort de Fatima avait choqué tout le village de Koba, et les anciens décidèrent qu'un rituel de vérité était nécessaire pour dévoiler la culpabilité. Le « rite du balai des ancêtres », un rituel sacré rarement pratiqué, serait utilisé. Ce rituel impliquait un balai ancien, symbole de justice et de vérité, qui, selon la légende, pouvait étrangler un menteur ou révéler sa duplicité de manière surnaturelle. Les villageois se rassemblèrent dans la case commune, une grande pièce circulaire faite de terre battue et décorée de masques ancestraux. Au centre, le balai sacré était posé sur un tapis en raffia, entouré d'offrandes, des noix de cola, des calebasses de lait, et des bâtons d'encens allumés qui remplissaient la pièce d'un parfum mystique. Les anciens, vêtus de leurs pagnes blancs cérémoniels, prirent place en cercle, leurs regards graves. Sana, les yeux rougis par le chagrin, se tenait à côté de Moussa. Hawa, légèrement en retrait, jetait des coups d'œil furtifs vers le balai, son visage un mélange de nervosité et de défi. Elle savait que ce rituel pourrait sceller son sort, mais elle avait un plan. La veille du rituel, Hawa, désespérée, s'était rendue discrètement chez Kuma, un ancien ami et guérisseur marginalisé du village. Kuma, connu pour ses pratiques douteuses, écouta attentivement son plan. « Kuma, je dois m'assurer que ce balai ne me trahisse pas. Aide-moi à éviter l'humiliation, et je te récompenserai généreusement. » Kuma, intrigué, accepta à contre-séure. Il lui remit une poudre grisâtre et lui murmura. « Saupoudre cette poudre autour du balai avant que le rituel ne commence. Elle confondra les esprits et neutralisera leur pouvoir. Mais fais-le discrètement, sinon tu risques bien pire. » Hawa, convaincue que cette astuce fonctionnerait, cacha la poudre dans un pli de son pagne.
Elle attendit le moment opportun pour l'utiliser. Le lendemain, les participants étaient invités à poser une main sur le balai et à jurer leur innocence. Les anciens expliquèrent le rituel: si quelqu'un mentait, le balai réagirait en serrant symboliquement leur gorge ou en montrant un autre signe. Alors que les villageois murmuraient en cercle, Hawa profita de l'agitation pour approcher le balai sous prétexte d'ajuster une des offrandes. Elle fit tomber un petit paquet de noix de cola, attirant l'attention de quelques curieux, mais réussit à saupoudrer la poudre autour du balai en un geste rapide et discret. Personne ne sembla remarquer son geste. Confiée dans son subterfuge, Hawa rejoignit sa place, le cœur battant, mais avec un sentiment de contrôle. Le rituel débuta. Un par un, les membres de la famille et les invités touchèrent le balai en jurant leur innocence. Moussa, Sana, et les autres passèrent sans incident. Lorsque ce fut au tour d'Hawa, elle avança avec assurance, sa main tremblante mais son visage impassible. Elle posa la main sur le balai et murmura d'une voix claire: « Je jure devant les ancêtres que je suis innocente. » Rien ne se produisit. Le balai resta immobile, et Hawa sentit un soulagement envahir son corps. Elle jeta un regard furtif vers Sana, presque triomphante. Mais alors que le rituel semblait terminé, le chef des anciens, qui observait attentivement, se leva et s'adressa à l'assemblée. « Quelque chose ne va pas, dit-il. Les ancêtres sont silencieux, et cela n'arrive que lorsqu'il y a une interférence. » Il se pencha sur le balai, examina les brindilles, et frotta ses doigts contre la poudre saupoudrée. Il renifla, fronçant les sourcils, et déclara: « Quelqu'un a tenté de manipuler ce rituel. Cette poudre est une insulte aux esprits. Qui l'a mise ici ?» Hawa, figée, sentit son cœur s'arrêter. Mais Moussa, qui avait observé ses mouvements depuis le début, intervint. « J'ai vu tante Hawa s'approcher du balai avant le début du rituel. Elle a fait tomber des noix de cola pour distraire les gens. Je crois qu'elle est responsable. » Acculée, Hawa tenta de se défendre une dernière fois, sa voix tremblant de panique. « Je ne sais pas de quoi il parle. Ce n'est pas moi. Peut-être qu'un invité a laissé tomber cette poudre. Ce n'est pas juste. » Mais les anciens, implacables, la fixaient avec une intensité glaciale. Le chef du conseil, un vieil homme au regard perçant, se leva et frappa le sol avec son bâton de justice, imposant le silence. « Hawa, tu as insulté les ancêtres. Tu as osé manipuler un rituel sacré destiné à révéler la vérité. Ce geste seul est une offense grave. Mais pire encore, ta culpabilité est désormais évidente. Pourquoi tenter de tromper les esprits si tu es innocente? Pourquoi avoir recours à de tels moyens si ton cœur est pur? » Les murmures des villageois s'amplifièrent. Les uns, choqués par l'audace d'Hawa, exigeaient une punition exemplaire. Les autres, bien qu'horrifiés, semblaient compatir à son état désespéré. Sana, incapable de contenir sa douleur, s'approcha d'Hawa, son regard empreint de tristesse et de colère. « Hawa, » commença-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Pourquoi? Pourquoi as-tu voulu me faire du mal? Pourquoi avoir laissé ta jalousie te consumer à ce point, au point de tuer ta propre fille? Fatima ne méritait pas ça. Moi non plus. » Hawa, incapable de soutenir le regard de Sana, éclata en sanglots, s'effondrant au sol. « Oui, » cria-t-elle. « Oui, c'était moi. Je voulais te faire du mal, Sana. Je voulais que tu disparaisses, que le village m'admire enfin. Mais je n'ai jamais voulu que ma fille... » Sa voix se brisa, et elle resta à genoux, pleurant bruyamment, répétant des excuses incohérentes. Le chef des anciens, debout, s'avança vers elle, son visage grave. « Hawa, » dit-il d'une voix solennelle, « ton acte n'a pas seulement tué une innocente. Tu as trahi les valeurs de cette communauté, insulté les ancêtres, et détruit ta propre famille. Ta jalousie t'a dévoré au point de te retourner contre ceux que tu devais protéger. Le mal que tu as semé s'est retourné contre toi, comme il le fait toujours. » Il marqua une pause, laissant le silence pesant imprégner la salle, puis continua. « Voici ton châtiment, tu ne seras pas banni, car l'exil serait une fuite trop douce. Tu resteras ici, parmi nous, pour affronter chaque jour les conséquences de tes actes. Tu vivras dans l'ombre de ton crime, et tu travailleras pour la communauté sans répit.
Ton existence devra être un rappel constant que la haine et la jalousie ne mènent qu'à la destruction. Les villageois acquiescèrent, certains hochant la tête avec approbation, d'autres murmurant des prières pour l'âme perdue de Fatima. Hawa, toujours effondrée, hocha faiblement la tête, incapable de parler. Les jours qui suivirent furent empreints de silence et de tension. Hawa, désormais isolée, errait dans le village, évitée par tous. Les regards qui autrefois portaient sur elle un mélange de respect et de tolérance étaient désormais empreints de dédain ou de pitié. Les enfants qui l'approchaient jadis avec curiosité se cachaient derrière leurs parents. Sa maison, autrefois pleine de vie, était devenue un lieu froid et vide. Chaque coin, chaque objet semblait murmurer le nom de Fatima. Les nuits étaient les plus cruelles. Seule, dans l'obscurité, Hawa revoyait sans cesse le visage de sa fille, son sourire s'effaçant brusquement lors de ce repas fatal. Les remords la hantaient comme une ombre inébranlable. Chaque jour, elle s'efforçait de contribuer au village, comme les anciens l'avaient ordonné. Elle nettoyait les chemins, portait de lourdes jarres d'eau pour les familles, et aidait dans les champs sous le soleil brûlant. Mais tout cela ne suffisait pas à apaiser le poids de sa culpabilité. Sana, bien que profondément blessée par la trahison, trouva la force de pardonner intérieurement. Elle expliquait à Lina que même les pires erreurs pouvaient être des leçons, mais que certaines conséquences ne disparaissaient jamais. Hawa a laissé sa jalousie détruire sa propre vie, disait-elle. C'est un rappel pour nous tous que le mal que l'on sème finit toujours par nous rattraper. L'histoire du festin empoisonné devint une légende racontée dans Tukoba et les villages voisins. Les anciens la relataient pour enseigner que la jalousie est un poison insidieux, plus mortel encore que celui que l'on peut mettre dans un plat. Ils insistaient sur le fait que le mal, lorsqu'il est semé, finit toujours par se retourner contre celui qui l'a initié. Hawa, bien que brisée, continua à vivre dans une solitude pesante. Ses jours étaient rythmés par le travail acharné et le silence. Ses nuits, hantées par des cauchemars, étaient peuplées de visions de Fatima. Elle parlait parfois à la mémoire de sa fille, murmurant des excuses qui ne trouvaient jamais de réponse. « Le mal que j'ai fait m'a détruite », disait-elle parfois aux rares villageois qui l'écoutaient. « Et il a détruit ce que j'avais de plus précieux. » Quant à Sana et Lina, elles reconstruisirent leur vie avec dignité. Ensemble, elles enseignèrent aux jeunes générations l'importance du pardon, de la résilience, et surtout, de la vigilance contre les sentiments destructeurs. Lina, devenue une femme forte et respectée, porta cette histoire comme une leçon qu'elle racontait souvent à ses propres enfants. Ainsi, l'histoire du festin empoisonné resta gravée dans la mémoire collective, rappelant que l'amour et la bonté, bien que parfois éclipsés par la haine et la jalousie, finissent toujours par briller plus fort.